Il est midi. Je voulais vous souhaiter la bienvenue au webinaire Delville qui est dédié aux industries de l'agroalimentaire. Alors, petit point technique, tous les micros sont fermés, sauf évidemment ceux des intervenants. Soyez gentils de les garder fermés avant la séance de questions-réponses. Tout d'abord, je voulais vous remercier vivement pour votre présence virtuelle. Remercier nos participants intervenants, Catherine Chapalin, directrice générale de l'ANIA, Bertrand Forge et Olivier d'Exemple de l'agence Biz Consulting et Frédéric Bouisset, expert agroalimentaire. Je suis moi-même Sophie Ruffin. Donc, je suis directrice associée du cabinet Delville Management et je salue mon président Patrick Abadi que j'aperçois. Bonjour Patrick. Je suis en charge de la Business Unit Industrie avec mon collègue Colin Lisk, que je salue aussi, qui doit être là. Alors, comme la plupart d'entre vous le savent, moi je suis une passionnée d'agroalimentaire. Ça fait pratiquement une trentaine d'années que je suis au sein de l'agroalimentaire. J'ai eu la chance d'accompagner, le privilège des entrepreneurs de TI, de PME, et pour moi-même, pour ma part, jusqu'à des postes de direction générale. Depuis l'an dernier, j'ai rejoint le beau cabinet Delville Management comme donc directrice associée. Alors chez Delville, on fait un métier formidable. Notre métier, c'est d'accompagner les entreprises dans leur transformation en mettant à disposition des managers experts pendant une période qui va de 4 à 18 mois. Avec un peu plus de 150 missions par an, chez Delville, nous nous positionnons dans le top 3 du management de transition. Voilà, c'était une petite introduction. Revenons à la thématique du webinaire. Industrie agroalimentaire, quel levier pour sortir de la crise et préparer demain? Alors, à quelques jours de la date du 11 mai, nous avons souhaité aborder ce sujet avec une approche simple et pragmatique, comme vous aurez vu dans l'ordre du jour. La filière agroalimentaire, dans le cadre de cette crise, a répondu présent. Comme j'ai lu encore dans un article ce matin, les Français n'ont manqué de rien. Le travail de la filière agroalimentaire a été remarquable et je salue tous les industriels et les représentants de la grande distribution qui doivent nous écouter aujourd'hui. Présent, le consommateur a été mis au centre des préoccupations, il n'a donc manqué de rien, mais à quel prix? Au-delà des idées reçues et en s'appuyant sur le baromètre de l'ANIA, Association des industries agroalimentaires, Madame Catherine Chapalin va nous donner une idée de la réalité de ces industries agroalimentaires. Toutes ne sortiront pas gagnantes. Entre l'effondrement des appellations d'origine contrôlée, AOC, l'arrêt de l'export, l'effondrement du food service, le recentrage de la grande distribution sur les 20-80, il est important aujourd'hui de remettre de la vérité sur ces idées reçues. Donc, je propose à Catherine Chapalin de prendre la parole. On a un souci de partage d'écran là, non? Merci Sophie. Bonjour à tous. Merci de m'avoir conviée à participer à ce webinaire très intéressant et complètement d'actualité sur les leviers pour sortir de la crise et préparer demain. Je vous propose une intervention en 4 points. D'abord, un rappel des chiffres clés de l'agroalimentaire. Donc, première industrie du pays avec 170 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 17 000 entreprises, 440 000 salariés et 2,5 millions d'emplois induits si on ajoute les emplois de l'agriculture et les emplois de la distribution notamment. Et enfin, l'agroalimentaire, c'est 98% de PME qui sont présentes sur tous les territoires. Notre mission à l'ANIA, elle est très simple, elle est double. C'est d'une part d'accompagner les entreprises et notre métier a pris tout son sens lors de ces dernières semaines, mais aussi de les défendre et de les promouvoir. Deuxième point, on y a beaucoup réfléchi avec les entreprises ces derniers jours. Ce que cette crise a révélé, et c'est, je pense, très, très intéressant de le partager avec vous, c'est d'abord l'importance de la filière alimentaire.
Pour les consommateurs, pour les médias et les politiques, je pense qu'il y a une nouvelle vision qui se fait jour. Tout le monde réalise aujourd'hui que manger est un besoin vital, mais c'est aussi un plaisir. Et on est finalement très loin du food bashing et tout le monde a pris conscience de l'importance de l'alimentation avec une filière qui est reconnue comme stratégique au plus haut niveau de l'État. Avec, juste en illustration, nous avons une réunion par jour avec Bruno Le Maire et le président de l'ANIA a eu des calls avec à la fois Emmanuel Macron et Édouard Philippe, qui montrent vraiment l'importance de cette filière alimentaire au plus haut niveau de l'État. Le deuxième enseignement à ce stade, parce que ça n'est pas terminé, de cette crise, c'est qu'on a pris conscience, nous aussi d'ailleurs en interne à l'ANIA, du fait que la filière alimentaire était une chaîne et que tous les maillons de cette chaîne étaient importants. Il y a évidemment les agriculteurs, les transporteurs et les logisticiens qui ont pu être perçus comme le maillon faible, en tout cas au début de cette crise. Évidemment, toutes les entreprises de l'alimentation et la distribution. Troisième enseignement, c'est une vraie solidarité qui s'est fait jour là aussi ces dernières semaines, avec une forme de paix des braves ou même d'union sacrée, où il y a eu des nouvelles relations qui se sont créées avec la distribution, avec vraiment notre mission qui était, vous l'avez rappelé Sophie, de nourrir les Français. Et aussi ce qu'on a vu très fortement en interne, c'est une solidarité entre les PME et les grandes entreprises sur laquelle on a travaillé toutes ces dernières semaines. Donc ça, c'était le deuxième point de mon intervention sur ce que cette crise a révélé. Le troisième point, et c'est la raison pour laquelle vous m'avez demandé d'intervenir, c'est la situation économique de l'agroalimentaire et aussi les tendances de marché qui sont intéressantes. Pour reprendre l'intitulé du dernier communiqué de presse, c'est une industrie alimentaire qui est debout, mais à quel prix? On a réalisé en effet un baromètre, une deuxième édition du baromètre auprès de 700 chefs d'entreprise, 77% de TPE-PME, 21% de TI et 2% de grands groupes de tous les secteurs de l'agroalimentaire. Les principaux enseignements sont d'abord cette mobilisation incroyable. Et s'il y a des chefs d'entreprise qui écoutent, je les remercie et vraiment tout le monde, toute la nation est reconnaissant. Donc, cette mobilisation incroyable des chefs d'entreprise, des salariés qui ont été ce que le président de la République a appelé les héros de la seconde ligne et qui ont fait preuve de résilience et qui se sont adaptés à de très, très fortes contraintes. Je vais y revenir. Ensuite, deuxième enseignement, c'est des entreprises qui sont globalement sous très forte tension et qui fonctionnent toutes dans un mode dégradé avec deux extrêmes qu'on a vraiment vus. D'abord, des entreprises qui ont dû, pour certaines d'entre elles, répondre à une très forte demande, avec des commandes qui, pour certaines, ont pu être à plus de 200%, qui ont dû faire face, ce qui suppose évidemment des investissements qui sont extrêmement lourds pour assurer la production, avec par exemple des fonctionnements en 3/8, des fonctionnements 7 jours sur 7, la prise en compte des mesures sanitaires, la réduction des assortiments. Donc, il y a une très, très grande adaptabilité des entreprises pour répondre à cette demande. Puis, on a eu d'autres entreprises qui ont été en grande difficulté, vous l'avez souligné, toutes celles qui aujourd'hui sont dans le food service et qui fournissent le hors domicile, qui est aujourd'hui complètement à l'arrêt et encore pour malheureusement plusieurs semaines, ou les rayons traditionnels, les rayons à la coupe par exemple, qui se réouvrent maintenant mais qui ont été fermés. Donc tout ça a eu des très forts impacts, donc il y a une espèce d'hétérogénéité dans le secteur de l'alimentation. Mais au global, on a quand même 73% des entreprises qui prévoient une baisse de chiffre d'affaires qui peut être supérieure à 50% pour 25% d'entre elles. Donc c'est vrai qu'il ne faut pas juste s'arrêter à ce qui est montré dans les médias avec un secteur qui surperforme. Pour certaines entreprises, c'est vrai, mais avec un coût important. Et pour d'autres, elles sont en très grande souffrance. Toujours sur la situation… Excusez-moi de vous couper, mais tout le monde fait une remarque parce que je ne sais pas si vous partagez un écran, mais on n'a pas de slide ou de visuel. Je ne sais pas si c'est normal. Non, je n'ai pas préparé de… D'accord, parfait. On verrait le baromètre ensuite. Merci, excusez-moi. Non, je vous en prie. Toujours sur la situation économique, c'est très intéressant de voir les données des panélistes en ce moment.
Et nous, j'ai regardé là ce matin les données de Nielsen au 26 avril et elles sont extrêmement intéressantes. Au global, on voit que la grande conso alimentaire est à plus 5,7%, avec là aussi une très grande hétérogénéité, avec le drive qui est plus 81%, la livraison à domicile plus 117%, le bio qui est à plus 20%, et avec évidemment des catégories qui sont en très très forte croissance. Donc le surgelé sucré, juste pour illustrer, qui est à plus 52,7%, les conserves qui sont en très forte augmentation, et puis tout ce qui sert à cuisiner à la maison, avec par exemple l'huile qui est à plus 35%, ou la farine qui est à plus 100%. Donc c'est vraiment intéressant de regarder ces données des panélistes en ce moment, parce que ça reflète, ça illustre finalement ce que je vous ai dit sur la tension très forte qu'il y a au sein des entreprises. Et puis, je vais terminer avec le plan d'action de l'ANIA sur lequel nous travaillons. On a tous conscience qu'on est à une bascule historique, avec une bascule historique à la fois de l'opinion, du politique, des acteurs économiques, et les entreprises de l'alimentaire ne sont pas épargnées par cette bascule historique. Et nous, à l'ANIA, on a deux objectifs, d'accompagner les entreprises, mais aussi de réfléchir pour réinventer la souveraineté alimentaire et construire une nouvelle chaîne alimentaire encore plus durable et encore plus forte. C'est ce sur quoi on travaille en ce moment, avec donc 3 axes de travail qui sont aujourd'hui, demain et après-demain. Le aujourd'hui, c'est déjà du passé, c'était comment accompagner les entreprises en plus fort de cette crise. Et sur le demain et le après-demain, on travaille sur un plan d'urgence pour accompagner les PME et les TPE qui, pour certaines d'entre elles, sont en grande difficulté, et aussi le secteur du food service qui est aujourd'hui, on peut dire, sinistré. Donc ça, c'est le premier axe. Et puis le deuxième axe, c'est comment, à la faveur de cette crise, réinventer une nouvelle solidarité, travailler sur un New Deal avec tous les acteurs de la filière, avec les agriculteurs et avec la distribution, pour mettre fin à la guerre des prix, sachant qu'on a tous conscience aussi qu'on va faire face à un choc en sortie de crise, avec certainement une pression très forte qui sera portée sur le pouvoir d'achat des Français, et en même temps une impérieuse nécessité pour les entreprises de l'alimentaire de passer des tarifs, ou en tout cas de mettre fin à la déflation qui nous a quand même tous percutés ces 6 dernières années. Voilà, merci à vous. Merci beaucoup Catherine pour cet état des lieux qui reflète une réalité bien plus hétérogène que ce que l'on peut penser. Je vais passer maintenant la parole à Olivier Exemple et Bertrand Forge qui vont nous évoquer des idées simples pour activer les marques du food. Pendant la crise, effectivement, les marques, au-delà des entreprises, ont elles aussi répondu présentes, modifiant souvent leurs assortiments, en tout cas leur stratégie promotionnelle. Les consommateurs, on l'a vu, ont modifié leur comportement d'achat, sans doute durablement. Catherine, vous l'avez dit, plus de bio, plus de drive, moins d'hypermarchés, moins de produits à la coupe. C'est donc un vrai challenge aujourd'hui que les femmes et les hommes de marque doivent adresser. Donc, je laisse Olivier Bertrand vous présenter leurs réflexions sur comment réactiver les marques via notamment l'expérience client. À vous, Olivier et Bertrand. Merci beaucoup, Sophie. Bonjour à tous. Est-ce que mon écran est correctement partagé? Parfait. Oui. Rapidement, reprendre ce que viennent de dire et Sophie et Catherine. On a vu effectivement que les industries de l'alimentaire ont su s'adapter, ont su résister, ont su se transformer, mais on vient de l'entendre aussi, elles vont devoir continuer à le faire. Et donc, notre objectif dans les 10 minutes qui viennent, c'est de donner ce que nous travaillons au quotidien à côté de nos clients, nous observons les marchés également, de donner quelques clés pour cette bascule dont Catherine vient de parler, bascule qui va s'imposer à tous. Rapidement, pour vous dire qui nous sommes, on est une agence en fait de relations clients basée à Paris. Notre cœur de métier, c'est la relation entre les marques et leurs clients. On construit par exemple des programmes CRM, des opérations d'activation en magasin, on construit aussi des communications digitales, etc. Et on a 3 caractéristiques. La première, c'est que notre seule obsession, c'est le chiffre d'affaires de nos clients. La plupart des associés de l'agence sont issus
pour certains, soit des industriels, pour d'autres, soit des agences de marketing service. C'est-à-dire que nous, notre métier, c'est vraiment de construire aux côtés de nos clients leur chiffre d'affaires et si possible dans une vision héroïste, évidemment. Premier sujet. Deuxième point, on est, comme on dit dans la grande distribution, digital et carrelage. Nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Et Catherine le rappelait, le digital, c'est important, mais on n'a encore jamais vu une data pousser un caddie. Donc, c'est l'association des deux qui est vraiment clé. Et puis, notre troisième caractéristique, c'est qu'on pense d'abord client, shopper, avant de penser outils. Les outils viennent ensuite. Donc, voilà qui nous sommes rapidement. Dans les agences, on aime bien citer des grands philosophes, ça nous fait paraître intelligent. Donc aujourd'hui, on s'est penché vers Bergson qui en fait nous dit que l'avenir, c'est pas ce qui va arriver, mais c'est ce qu'on va faire. Évidemment, c'est tous notre métier d'entrepreneur de réfléchir comme ça. Évidemment, il faut être modeste et humble par rapport au changement et à la bascule qui s'amorce. Mais raison de plus en fait pour l'inventer, pour la créer nous-mêmes et être extrêmement proactif, dynamique, comme en fait on l'a su le faire tous pendant la crise qu'on traverse. Donc voilà, c'est sûr qu'il faut être prudent, mais c'est sûr aussi que l'initiative est absolument clé aujourd'hui. Donc on va vous proposer quelques idées qui résument ça. Comme on est une agence pragmatique, on peut passer de Bergson au filet de poulet assez vite. Donc en fait, pour nous, la crise, elle révèle en fait 3 enjeux, mais qui existaient avant, et elle est un accélérateur de ces 3 enjeux. Premier enjeu que les marques et les industries doivent absolument mettre au cœur de leur agenda, c'est la qualité. La qualité, ça va être le maître mot de nos vies de demain, la qualité de vie, la qualité du travail au travail, la qualité des relations sociétales, mais évidemment pour nous, agences et industriels, c'est la qualité des produits, la qualité de nos marques. Plus rien ne peut se faire sans que la qualité soit prouvée, démontrée. Deuxième enjeu, c'est l'accessibilité. Les chiffres de Nielsen que Catherine évoquait sont absolument éloquents. Aujourd'hui, l'accessibilité des marques, elle se fait à 2 niveaux. Elle se fait par le circuit logistique et le parcours d'achat qui est considérablement transformé avec le numérique. Elle se fait aussi par le prix. L'accessibilité, c'est aussi l'accessibilité au prix, à la valeur de la marque. Et évidemment, les mois qui s'annoncent sont des mois de crise de pouvoir d'achat. Il va falloir y réfléchir. Et le troisième enjeu, c'est l'enjeu de l'utilité. C'est-à-dire que plus aucune entreprise aujourd'hui ne peut travailler sans démontrer sa raison d'être. Elles l'ont fait, leurs collaborateurs l'ont fait pendant la crise. Mais pour nous, opérateurs de marketing, il est évident que l'utilité des marques, l'utilité des actions qu'on entreprend doit être absolument démontrée en permanence. C'est ce qu'on pense et c'est ce que certains avaient initié bien avant la crise, comme par exemple la coopérative qui fabrique ces filets de poulet, qui, je le précise, n'est pas l'un de nos clients. Bertrand, si je te laisse la main. Pour poursuivre, merci Olivier. Cette crise inédite, elle montre quelque chose de flagrant, c'est que les marques qui résistent le mieux aujourd'hui, pendant cette crise, sont celles qui ont réussi à créer un lien avec leurs consommateurs et surtout à l'activer pendant cette période de crise. Soit l'activer de façon commerciale pour des marques qui ont la chance d'avoir des logiques e-commerce, évidemment, soit par le drive, soit un lien purement transactionnel, et beaucoup de marques sont sortis gagnants aussi, soit des marques qui, malheureusement, leur commerce étant carrément à l'arrêt, ont réussi à nouer une relation purement relationnelle avec leurs clients. Et notre conviction, c'est non seulement ces marques sont en train de gagner pendant la crise, mais elles seront les premières à redémarrer efficacement à partir du 12 mai dans certaines régions ou plus tard dans d'autres. Donc ce lien, cette relation client, elle est pour nous absolument fondamentale. On va beaucoup en parler dans les 7 minutes qui suivent, mais cette notion d'asset client, de capital client ou d'actif client, laissez-moi vous raconter 2 dimensions de cet actif client qui vous touche vous directement. La première dimension, c'est ce que nous on appelle la minorité qui compte. 20% de vos clients, 20% de vos shoppers font 80% de votre business. C'est vrai sur toutes les catégories alimentaires. On a toujours démontré cette réalité. Or, la plupart du temps, vous les traitez comme les autres. C'est 20% de clients, un client sur 5 qui est très gros chez vous, vous l'identifiez rarement, vous le traitez rarement et en tout cas, vous ne le reconnaissez jamais à sa juste valeur ou rarement. Et l'élément absolument majeur derrière et la bonne nouvelle pour vous, c'est ces gros clients-là, cette minorité qui compte, ces gros clients qui vous achètent régulièrement et contrairement à ce que vous pensez, ils vous sont infidèles. J'ai vu qu'il y avait Arnaud Jobard de Danone que je salue sur le webinaire. Les gros clients de Danone sont les gros clients de Nestlé, ils sont les gros clients de Lactalis. C'est toujours vrai. Les gros clients de Brioche Pasquier sont les gros clients de Ferrero, ils sont les gros clients des Clerc Cadillac. C'est toujours vrai.
Donc, il y a un enjeu business colossal à transformer, à rendre non pas fidèles nos 20% de clients, mais à les rendre exclusifs. Et si vous arrivez à rendre exclusifs ces 20% de clients, c'est tout simplement votre chiffre d'affaires que vous doublez. Donc, derrière tout ce qu'on va vous présenter comme opération très pratique, pragmatique de sortie de crise, il y a pour nous cette obsession de sécuriser votre actif client, de l'identifier, de le sécuriser et le développer, parce que c'est votre meilleure arme pour résister et vous développer après la crise. Donc, pour entrer dans le vif du sujet et de vous montrer des opérations concrètes, il y a 3 facteurs clés de succès d'une activation réussie. Olivier en a parlé, juste au préalable, c'est le sens, la puissance et la rémanence. Évidemment, le sens, et ces 47 jours de confinement, on n'a parlé que de ça, de purpose, de raison d'être, de mission. Nous, on est un peu prudent parce qu'on connaît les modes marketing et tout le monde se jette à corps perdu dans les missions d'entreprise. Donc, je sais que vous y êtes en train d'y réfléchir et vous avez raison. Attention quand même à être juste, à être fondé et à être perçu. Parce que notre conviction est que les marques qui n'auront pas de sens perçu sont des marques qui ne résisteront pas longtemps et que, encore une fois, la force d'une marque se mesure à la qualité du service qu'elle rend à ses clients. C'est ce que vous faites au quotidien. Mais aujourd'hui, penser des opérations d'activation sans sens nous semble être un peu compliqué. Le deuxième facteur clé de succès, il est décisif, c'est la puissance. Et nous, on est frappés pour travailler avec pas mal de marques qui sont dans ce webinaire que beaucoup d'entre vous travaillez chacun de votre côté et il y a des sujets sur lesquels cette crise nous fait penser les modes de coopération entre annonceurs de façon différente. On est des convaincus, des archi-convaincus que l'union fait la force. On est archi-convaincus des dispositifs multimarques qui ont un peu disparu ces dernières années et qui vont revenir, nous semble-t-il, de façon centrale dans la vie d'activation des marques parce que cette notion de pouvoir d'achat, la seule manière d'y répondre positivement, c'est d'unir vos forces. Je vous donne un exemple qu'on vient de monter pour Envie de bien manger qu'on gère à l'agence et la Berry. La Berry vient de rentrer sur le programme Envie de bien manger pour mettre en avant des offres promotionnelles sur ses marques. Au bout d'un mois, ce qu'on constate, c'est que les bons de réduction à la Berry battent des records historiques et ça dynamise les bons de réduction Lactalis. Donc, on y reparlera en fin de présentation, mais cette crise-là, elle nous amène à repenser la manière dont nous travaillons, agence avec industriels, sans doute aussi et surtout industriels entre vous. Il y a des sujets sur lesquels les concurrents d'hier peuvent être des partenaires de demain. Sauver la planète, comme Olivier va vous en parler juste après, il n'y a pas de concurrence entre vous sur tel sujet. Donc la puissance, pensez-y, unir vos forces pour avoir plus d'impact, plus de visibilité, c'est un facteur clé de succès et absolument majeur. Et le troisième point, évidemment, c'est la rémanence. Nous, on est absolument surpris de voir que nos clients travaillent souvent sur des dispositifs ad hoc. Ils briefent une agence qui fait une opération ad hoc. L'opération marche, on repart. Une fois que l'opération est terminée, on revient à des volumes de vente habituels et revient à une autre opération ad hoc. Il n'y a pas de consolidation, pas de construction. Vous devez être obsédé dans les dispositifs d'activation que vous mettez en place de consolider cet actif client dont on vient de parler parce que c'est de votre seule manière de renforcer votre valeur et de développer des chiffres d'affaires. Olivier, peut-être que tu peux parler de cette rémanence que tu calculais chez Coca. Oui, j'ai eu la chance de travailler plusieurs années chez Coca-Cola. Et chez Coca-Cola, on définit la valeur d'une marque par une équation extrêmement simple. C'est le nombre de gens qui l'achètent par le nombre de fois où ils vont l'acheter et puis par la valeur de l'achat. Et en fait, le levier clé de l'équation, c'est celui du milieu, c'est le nombre d'actes d'achat. La capacité de n'importe quel programme marketing à faire répéter un acte d'achat est clé. Et la rémanence, c'est ça. C'est comment vous investissez pour que votre investissement produise des effets sur le long terme et génère de multiples actes d'achat au-delà du nombre de gens que vous allez recruter. Donc la rémanence, elle est clé et les marques qui vont réussir demain sont celles qui ont la capacité, effectivement, par leur programme, leur communication, de générer cette fidélité dont tu parlais, Bertrand, en introduction. Alors pour aller plus loin, on va vous donner 3 idées très pragmatiques, très pratico-pratiques, qui sont juste des illustrations et des exemples qu'on a inventés pour ce webinaire. Donc, aucune prétention chez nous de vous dire c'est comme ça qu'il faut faire, mais ce sont des idées qui réunissent en fait 3 points. Elles sont basées toutes sur le bon de réduction, le bon vieux bon de réduction qui existe depuis des années et qui en fait pour nous est un des leviers clés de sortie de crise. Pourquoi ? Parce qu'il est accessible dans tous les circuits, en digital, en physique. Il est accessible aux biens comme aux services. On parlera peut-être un peu de services également. Catherine en parlait sur le food service, mais la valeur prix, elle est clé et le bon de réduction, c'est une façon de l'activer. 2, il est utile tout de suite. Les shoppers vont avoir des problèmes de pouvoir d'achat, en tout cas certains d'entre eux,
Et la meilleure solution, ça reste encore d'augmenter la valeur de la marque ou de réduire son prix. Et puis 3, il est extrêmement simple à mettre en œuvre, extrêmement rapide. Et la sortie de confinement, c'est lundi prochain. Donc, ça veut dire que c'est maintenant que ça se prépare. Donc, on a basé nos 3 idées, qui sont encore une fois des illustrations sur des bons de réduction. 3 idées de programme qui combinent ce qu'on vient d'expliquer, c'est-à-dire le sens, quelle est l'utilité que je donne à ma marque, la puissance, comment je combine avec éventuellement d'autres marques pour être plus fort, et la rémanence, comment je fais que ma valeur de marque, mon actif client vient augmenter ma valeur de marque. Première idée, la solidarité. Là, l'idée, elle est très simple, c'est que ce bon de réduction que vous pouvez émettre, 50% de sa valeur va être répartie aux consommateurs, 50% va aller à une association caritative, par exemple. Là, en l'occurrence, on a illustré avec les Restaurants du Cœur. Ce que vous voyez, c'est que c'est extrêmement logique pour le consommateur. Il est habitué à ces opérations caritatives. Il est également habitué à ce que plusieurs marques lui parlent. Il n'est pas forcément, nous, industriels ou nous, agences, on n'est pas forcément habitué à cette solidarité entre marques, mais qu'il va falloir établir. Donc, c'est une première idée sur la solidarité. Et puis, la rémanence, c'est la capacité à entretenir cette opération sur plusieurs mois en faisant en fait tourner les associations, les causes, etc. Deuxième illustration de ce que ce pourrait être, c'est l'équité. On a vu le succès d'une marque comme celle qui reverse, des marques qui reversent en fait une partie de leur profit aux agriculteurs. Là, on reverse une partie des bons de réduction aux agriculteurs, aux producteurs, et ça a vraiment été un des maîtres mots de ce confinement. Pareil, l'idée là, c'est quelle est l'utilité que je donne à ma marque, quelle est la valeur que je donne à ma marque, partagée entre en fait le tout début de la chaîne. Catherine parlait de la chaîne qui s'est créée et s'est remontrée tout au long de cette période, tout début de ma chaîne jusqu'à la fin de ma chaîne. Et puis une troisième idée, voilà, lundi, le sujet de la protection de l'environnement ne va pas s'arrêter, au contraire. Et donc la façon de le mettre en avant, c'est par exemple d'être responsable et de montrer pareil qu'une partie de votre bon de réduction, il part chez le shopper, mais une autre partie part par exemple dans des associations qui œuvrent pour la préservation de l'environnement. Donc voilà, ce sont 3 idées. Encore une fois, on n'a aucune prétention. C'est juste 3 idées qui illustrent ce qu'on expliquait avant. Elles donnent du sens, et du sens qui est commun entre les industriels, les distributeurs et les consommateurs. Deuxièmement, ce sont des opérations qui sont plus puissantes parce qu'elles marient des marques qui, a priori, n'ont rien entre elles, a priori seulement. Mais quand on parle de grandes causes nationales, comme ce qu'on vient de vivre et ce qu'on va vivre, franchement, la solidarité entre marques, elle est absolument nécessaire. Et troisième point clé, c'est que ce sont des opérations qui aident les marques à se constituer un actif client extrêmement valorisable. Et à la valeur d'une marque, encore une fois, c'est la rémanence de ses actions, c'est la valeur de son fonds de clientèle. Juste pour terminer et laisser la place et faire une introduction à Frédéric, dont certains sujets sont, vous allez voir, en commun. Pour terminer, vous dire que, comme vous le savez bien mieux que nous et comme l'évoquait Catherine, on va rentrer dans une guerre économique durable où la problématique de le pouvoir d'achat va s'installer vraiment dans la durée. Et notre conviction, c'est qu'on ne gagnera pas cette guerre économique, et vous ne la gagnerez pas en utilisant les mêmes armes qu'avant la période de confinement. Et je vais en profiter, puisque vous êtes nombreux, pour piquer un petit coup de gueule là-dessus. Et je pense que cette crise doit nous permettre de rééclairer la manière dont les industriels travaillent avec les agences et dont les agences travaillent avec les industriels. Cette façon de fonctionner, de mettre des agences en compétition sur une opération, puis au bout de 3 mois, parce qu'une directrice de marketing a rencontré quelqu'un d'autre, changer d'agence, c'est du lose-lose pour tout le monde. Vous perdez de l'expertise, vous perdez de la culture, vous perdez du savoir-faire à changer d'agence régulièrement, et les agences, pareil, à changer d'annonceur régulièrement. Et moi, je suis très sensible au discours de Sophie et du cabinet Delville sur ces enjeux de transition et de transformation. Et je pense que aussi le marketing doit se transformer et qu'on doit parler. D'ailleurs, on va essayer de réfléchir avec Sophie après ce webinaire à donner plus de vie à ce marketing de transformation, mais qui doit s'appuyer sur 3 piliers. D'abord, évidemment, prioriser, et Frédéric va vous en parler bien mieux que moi, sur des logiques héroïstes, où on est vraiment dans les logiques de pouvoir d'achat avant de la notoriété. Être obsédé, soyez obsédé par
identifier cette minorité de vos clients qui comptent, ces 20% de vos clients qui pèsent 80% de votre chiffre d'affaires et qu'aujourd'hui, vous ne traitez pas spécifiquement, sachant en plus qu'en développant votre business chez eux, vous développerez votre business. Donc, soyez obsédés par l'identification et la sécurisation de votre actif client. Et enfin, le dernier point, on est, nous, convaincus qu'une nouvelle organisation entre agences doit être mise en place et on aime bien cette idée de commando, c'est-à-dire en parallèle de vos armées qui, au quotidien, gagnent du terrain sur le terrain commercial et marketing pour vos marques, il y a la place pour inventer un commando qui fait tomber de nombreux silos. D'abord, les silos entre vente et marketing chez vous, mais je dirais même entre vente et marketing et digital. On voit encore dans trop nombreuses entreprises industrielles que le digital vit à côté du marketing, à côté des ventes. On fait tous les mêmes métiers et se mettre autour d'une table sur une même problématique, je vous garantis qu'on gagne du temps et de l'efficacité. Le deuxième silo qu'il faut faire tomber, c'est la transversalité entre vous. Encore une fois, les concurrents d'hier peuvent être des partenaires de demain. Il y a des sujets sur lesquels il n'y a pas de concurrence, comme le disait Leclerc sur la pollution. Je crois que vous avez tout intérêt sur les centres d'intérêt majeurs à vous réunir pour être plus impactant, pour être plus visible, pour être plus puissant aussi auprès de la grande distribution, hein, qui aime bien le diviser pour mieux régner. Toute cette organisation commando, elle n'existe pas, elle n'a jamais été faite, mais considérez vos agences, sélectionnez vos bonnes agences et faites-leur confiance dans la durée parce que c'est comme ça que vous obtiendrez le meilleur d'eux-mêmes et c'est comme ça que nous, en tout cas, on est capable de donner le meilleur de nous-mêmes au service de votre business. Et voilà, pour ceux qui veulent aller juste un tout petit peu plus loin, rendez-vous sur notre site. On y fait paraître un très joli livre blanc sur ce qu'on vient de vous expliquer et d'autres opérations, d'autres idées. Donc, n'hésitez pas et on sera ravis de répondre évidemment à vos questions aujourd'hui ou plus tard. Et nous repasserons la parole à Sophie. Merci Olivier, merci Bertrand pour cette très belle présentation, très pragmatique, très riche. On a bien entendu le coup de gueule de coach qui est Bertrand, pour ceux qui prendraient Bertrand. Je ne sais pas pourquoi je m'appelle coach, mais je ne sais pas. Dont on admire aussi la coupe. Donc, Bertrand est le fondateur de l'agence Biz Consulting. Je retiens de votre intervention ce qui fera une parfaite transition avec celle de Frédéric Bouisset. Repensons la manière dont nous travaillons, unir ses forces, casser les silos. C'est donc repenser l'entreprise au-delà de la marque. Et ça fait donc la transition avec l'intervention de Frédéric. On ne présente plus Frédéric Bouisset, qui a accompagné des fleurons de l'agroalimentaire français dans leur transformation en France, à l'international, Fleury Michon, Lactalis aux États-Unis, La Berry encore récemment. Frédéric va nous rappeler combien cette crise impacte durablement toutes les parties prenantes dans l'entreprise, que comme on nous le rappelle dans toutes les bonnes écoles de commerce, cash is king, le pilotage de la trésorerie et du cash, pas du coach, et la nécessité de mettre en place pour toute l'entreprise un plan et d'embarquer les équipes. Donc Frédéric a eu quelques petits soucis techniques, ça c'est les joies des webinars, mais est en contact avec moi via l'iPhone, donc avec nous. Donc Frédéric, je te passe la parole. Merci beaucoup Sophie, bonjour à tous. Donc effectivement, j'ai le challenge de vous présenter une dizaine de minutes, quelques principes simples pour réussir un plan de transformation et sortir par le haut de la crise. C'est vrai que la crise a au moins un avantage, c'est qu'elle nous remet en cause profondément. Et donc, c'est une bonne occasion en fait de construire un plan de transformation. J'ai maintenant pratiquement 40 ans d'expérience, donc c'est cette expérience que j'ai essayé de synthétiser dans cette petite présentation. Alors, la première chose, c'est ce que vous voyez sur le slide numéro 2, la page numéro 2 de ma présentation, c'est que la première difficulté à laquelle vous vous trouvez confronté, c'est d'estimer l'impact sur votre entreprise pour 2020 par rapport à ce que vous avez fait en 2019 et aussi anticiper 2021. 2020, c'est un problème d'abord de cash pour bien dimensionner l'emprunt garanti par l'État que vous allez mettre en place. Et puis 2021, c'est un problème de solvabilité pour voir en fait comment commencer à rembourser ces emprunts supplémentaires et comment libérer en fait
la capacité de remboursement additionnel pour faire ça. C'est pas simple, hein. Il faut bien mesurer l'impact sur la top line, sur la bottom line, sur le cash, et puis ensuite essayer de se poser les questions. Est-ce que c'est le moment ou pas de faire entrer un partenaire financier pour résister à cette double vague que l'entreprise va affronter. Ce que j'ai fait, donc, je vous ai aussi illustré page 3, une crise que j'ai vécue en 2007 quand j'étais aux États-Unis pour le compte de Lactalis American Group. Là, en fait, j'étais juste arrivé en 2006 et en 2007, il y a eu une explosion des prix du lait qui fait que notre cash flow, qui était déjà pas très épais par rapport à la moyenne du groupe Lactalis, s'est retrouvé à zéro. Et on a bien compris, en fait, toute l'équipe de direction, qu'il fallait qu'on change la trajectoire assez vite. Et donc, on a eu un sentiment d'urgence pour repenser complètement l'organisation, transformer ce qui n'avait pas été fait depuis que 25 ans, Lactalis était aux États-Unis. Donc, on a pris des décisions d'organisation pour focaliser les deux équipes de vente sur un canal de vente, alors qu'historiquement, elles étaient sur 3 ou 4 canaux de vente différents, avec un compte d'exploitation très précis, où on a cerclé de vert les produits qui avaient des marges positives, de orange celles qui étaient sur la moyenne, et de Oh, c'est bien. Ton permis, je l'ai mis sur la table d'avant. On a un petit souci. Allô? Oui, allez-y, Frédéric. Donc, je vous disais qu'effectivement, le travail qu'on a fait aux États-Unis face à cette crise, c'est bien repérer donc, les marges par produit, emménagement marge négative, essentiel Tu peux en faire. Hein. pour dire. Et vous voyez que donc, je cherchais des pommes, j'ai un cherché tout à l'heure, comme tu dis, je vais aller à la maison. Moi, j'ai pas besoin de grand chose. Attention, il y a une personne, Empathie, merci de désactiver votre micro. Comme j'ai dit, vous voulez y aller aussi, je pense que je vais aller avec eux. Tu peux déconnecter ce monsieur ou pas? Nous, on va aller à pied, on va aller à celui de la chapelle. Donc, Frédéric, je te propose de continuer. Très bien. Donc, voilà, vous voyez que ce plan est efficace bien au-delà de ce qu'on imaginait, puisqu'en 2008 et 2009, en plein milieu de la crise financière, on a réussi à battre à 2 reprises et de façon magistrale les budgets qu'on avait et à repositionner Lactalis sur une base beaucoup plus saine de rentabilité. Alors, les règles pratico-pratiques que j'ai essayé de tirer de cette expérience, que vous trouvez page 4, finalement, en fait, c'est de mettre à contribution chacun des membres de votre équipe de direction, la DRH, le directeur financier, des ventes, le marketing, l'informatique, le directeur des opérations, pour que chacun contribue et apporte avec ses équipes des idées pour réduire les coûts et optimiser les marges. Et donc, bien sûr, le rôle du CEO, c'est de rester fidèle à la stratégie, éviter d'avoir des grands coups de balancier qui déstabilisent l'entreprise, mais mettez aussi votre responsable des ressources humaines à contribution pour bien sûr mettre en place une stratégie Covid safe, mais en même temps aussi travailler la qualité de vie au travail et au télétravail, qui est une nouveauté, dans tous les étages de l'entreprise, que ce soit dans les bureaux ou que ce soit dans les usines. C'est un moment très important, un plan de transformation, un plan de sortie de crise, pour aussi regarder la vie quotidienne, pas simplement la raison d'être de l'entreprise qui est nécessaire, mais aussi la vie quotidienne vécue depuis un bureau, sur les outils de travail, sur le coin café, sur les solutions de mobilité, l'alimentation, etc., qui font l'engagement de vos troupes. Donc c'est un point très important. Il y a aujourd'hui des outils digitaux qui permettent d'avoir un baromètre toutes les 2 ou 3 semaines en posant des questions à vos employés. Ça coûte quelques milliers d'euros. Ça vaut vraiment la peine de les mettre en place parce que ça vous permet de mesurer et qui mesure améliore. Alors après, le rôle du CFO, bien sûr, il est crucial dans ce plan de transformation. C'est lui qui va vous aider à sécuriser votre cash et puis aussi à réfléchir sur votre haut de bilan. Et c'est lui qui va vous aider à chiffrer tous les plans d'action, soit d'économie, soit d'optimisation des marges. Côté vente et marketing, n'hésitez pas à demander à votre directeur commercial de bien trier ce qui gagne de ce qui perd, de bien cercler de rouge les produits qui perdent et de déterminer le calendrier pour les arrêter. Et restez bien sûr plus que jamais à l'écoute de vos clients et de vos consommateurs. Côté IT, tout le monde est bien conscient de la nécessité d'être
d'accélérer la digitalisation de l'entreprise. Je crois que ça, c'est une des leçons du Covid qu'on a bien retenu. Et puis côté donc opération, il s'agit de lister toutes les actions qui peuvent améliorer chaque maillon de la chaîne au niveau des achats, au niveau des usines ou au niveau de la logistique. N'oubliez pas non plus les partenariats ou les possibles acquisitions que vous avez dans votre tête ou au fond d'un tiroir depuis quelques mois, quelques années. C'est peut-être l'opportunité en fait de repenser à ça et de regarder si vous pouvez en tirer quelque chose. Alors, après page 5, vous le voyez, il s'agit de faire un diagnostic pour bien évaluer toutes les économies possibles et bien repérer toutes les opportunités de vente, en demandant donc une liste d'initiatives à chacun des membres de votre comité de direction et en les faisant chiffrer par des groupes de travail. Vous pouvez avoir 30, 40 initiatives qui remontent de ce type d'approche. Il ne faudra pas tout garder, c'est sûr. Mais l'idée, comme vous le voyez en fait sur la page suivante, c'est d'essayer d'avoir un tri aussi stratégique que possible, en le faisant de façon très simple. Un tri stratégique, ça ressemble à cette petite matrice que vous avez sur la page 6, où il s'agit donc de regrouper, d'agglomérer les différentes initiatives sur des axes stratégiques, pas trop nombreux, 3 à 5. J'en ai pris 3. Non, mais hier, lui voulait y aller. S'il y a ses intérêts, il pourra m'accompagner. La conquête de nouveaux marchés, ouais, je lui ai envoyé un message. L'économie transversale et la rationalisation, par exemple. Vous voyez, donc, j'ai positionné les économies à 12 mois ou les économies à 3 ans. C'est 2 axes différents et très utiles à piloter. Tout le monde est d'accord pour dire qu'on cherche les bulles qui sont plutôt du côté en haut à droite, mais il faut aussi regarder un petit peu toutes les autres. Puis regardez aussi, c'est la raison d'être des couleurs que vous avez sur les légendes, la légende qui est à droite du graphique. Vous avez en fait là où l'entreprise, là où vos collaborateurs ont montré qu'ils maîtrisaient bien un plan d'action et que vous êtes tranquille sur le fait que si vous avez localisé 100 000 euros, ils seront au bout du rouleau au bout de 12 ou 24 mois. Donc ça, mettez-le en vert, priorisez-le. Ce qui est plus difficile et plus coûteux, mettez-le en rouge, parce que là, vous aurez peut-être besoin de faire venir une ressource externe, par exemple un manager de transition. Ça peut être très utile dans ce genre d'opération. C'est le cas du chantier numéro 10 que vous voyez. Il y a un enjeu qui mérite peut-être de mettre une ressource particulière là-dessus. Et puis après, il y a d'autres chantiers, comme par exemple le chantier numéro 6. On peut se demander s'il ne mériterait pas d'être gardé en fait pour une deuxième vague du plan d'action. Il n'est pas forcément le plus urgent. Donc je pense que vous avez ici en fait les bases, on va dire, pour construire ce plan d'action. Et j'ai mis en fin de page le fait que j'ai vécu, moi, au travers de ces différents plans, l'importance d'accompagner en fait un plan de transformation par un plan de qualité de vie perçu par les collaborateurs pour que chacun ait le sentiment qu'il a gagné quelque chose. Donc, bien sûr, rafraîchir la raison d'être de l'entreprise est opportun, les valeurs partagées, bien sûr, et c'est ce que je disais aussi tout à l'heure sur les petits points pratiques de la qualité du télétravail, de la qualité de la formation, de la politique de bonus et de la mesure du moral des troupes. Alors, pour piloter un plan de sortie de crise, finalement, le tableau clé, c'est celui de la page 7, où vous avez en fait en une page récapitulé les axes stratégiques, les différents chantiers, leur impact estimé à court et moyen terme, le groupe de travail qui travaille dessus, et puis les échéances donc en calendrier. C'est un tableau à piloter serré, toutes les semaines ou tous les 15 jours pour le CEO, avec un point bien sûr tous les mois pour les comités de direction, et puis avec un travail de communication, de pédagogie auprès des équipes, pour communiquer sur les résultats et également sur le moral des troupes. Pour conclure, ce que j'ai mis donc sur la dernière page, c'est ne faites pas les hérons. À mon avis, prenez des aides publiques, mettez du cash sur votre compte en banque pour passer ce qui nous attend. On ne sait pas très bien, comme le disait Catherine Chapalin tout à l'heure, on ne sait pas très bien en fait où on va, donc soyez prudents, mettez du cash sur votre compte en banque. Repensez vos financements, c'est vraiment utile. Moi, je travaille pour un comité stratégique chez AG2R, le mondial, qui a mis en place une initiative qui s'appelle Agrocroissance, des dettes in fine, qui sont de très bonnes options. Il y a beaucoup de financements qui sont mis en place ces dernières années, beaucoup d'options. L'ANIA va d'ailleurs probablement organiser un webinaire prochainement là-dessus. Donc, repensez vos financements, c'est vraiment le moment de le faire. Puis donc, le point central de ma présentation, c'est mobiliser les meilleurs éléments de votre entreprise. La crise est l'occasion
transformation pratico-pratique. Donc faites-le, sans oublier les volets activités de travail et bien sûr digital. Merci de votre écoute et puis je suis disponible via Delville si vous avez des questions particulières ou des chantiers ou des soucis ou des questions, n'hésitez pas, je serai avec grand plaisir à votre disposition. Un grand merci Frédéric pour cette présentation magistrale qui a valu des commentaires extrêmement positifs et merci pour cette hauteur de vue. Ce que je vous propose, il est 12h45, c'est de passer aux questions éventuelles. Donc je sais qu'il y a eu des questions par le chat, n'hésitez pas à continuer à les poser. Annie, je crois que tu as pu noter quelques questions. Oui. Perdu Anne-Lise. Non, je suis là. Bonjour. Alors, donc, nous avions… est-ce que vous m'entendez? Oui, parfait. Oui, donc je vois que… donc je pense qu'on a un petit problème technique. Mais Alice, tu es revenue avec nous? Je suis là, vous m'entendez? Oui. Donc, comme on a perdu Anne-Lise, mais qu'on a toujours les questions… On l'entend. Non, je suis là. Sans doute pour nos amis de chez Biz, quelles sont les marques qui ont émergé pendant cette crise? Alors, je ne sais pas si Bertrand, Olivier veulent répondre. Je n'ai pas entendu la question. Il faut rebrancher, par contre, réactiver son micro. En bas à gauche. Bertrand? Oui, je n'ai pas entendu ta question, excuse-moi. Alors, je crois qu'on a une… Ça y est. Oui, Bertrand. Oui. Je n'ai toujours pas entendu ta question, Sophie. Non, je crois qu'on a un petit problème technique. Alors, la question était, quelles sont les marques qui ont émergé? Donc, on a manifestement un problème technique. C'est un peu les… Ça y est, je vais répondre. Merci. Nous, on le voit, nos clients dans l'alimentaire s'en sortent plutôt bien parce que, comme l'a dit Catherine en début de présentation, les industries alimentaires ont répondu présent, que les Français n'ont manqué de rien, que les Français ont pu aller faire leurs courses régulièrement. Et les produits qui sont mieux sortis du lot que les autres sont ceux qui avaient créé un lien, je pense au groupe Lactalis, que Frédéric connaît bien. Mais évidemment, ces marques s'en sortent très bien parce que d'abord présentes, parce que de qualité, parce que étant de nature à communiquer sur leurs clients, sur leurs actualités, leurs offres commerciales. Donc, je crois que les marques du groupe Lactalis vont très bien et sortent de cette crise plutôt renforcée. À la fois en ayant répondu présent et surtout en ayant dynamisé sensiblement leur business. Les marques les plus en difficulté, et ça rejoint l'enjeu d'actifs clients, on sait que certains distributeurs, compte tenu des conditions de confinement et de distanciation sociale imposées à leurs collaborateurs, ont été obligés de réduire leur activité sur la moitié des références. Et on sait, nous, qu'il y a énormément, vous devez en faire partie, énormément de marques dont le carnet de commande est carrément à zéro depuis 47 jours parce que les distributeurs ont préféré s'adapter au contexte humain de leur magasin, à une baisse de fréquentation évidemment, et en se concentrant sur la moitié des références qui tournaient le plus. Donc là encore, indirectement, c'est une manière de vous dire que une bonne façon de sécuriser votre business, c'est quand même d'identifier ces gros clients qui comptent de façon importante dans votre chiffre d'affaires et que vous ne pouvez pas laisser sans contact, sans image, sans son, si j'ose dire, pendant 47, 50 jours parce qu'un distributeur a décidé de déréférencer ou de ne pas commander vos produits. Donc voilà, les marques fortes, les marques qui ont construit une forte identité depuis des années et un lien fort avec leurs clients sont évidemment celles qui s'en sortent le mieux et qui même, pour certaines d'entre elles, s'en sortent même très bien. Sophie, ton micro est coupé. En parlant de son, j'étais manifestement la seule à ne pas vous entendre et j'en suis désolée, comme me l'a rappelé mes filles qui m'écoutent aussi, à qui je fais un clin d'œil. Merci Bertrand. J'ai une question qui fait écho à un article dans les Échos ce matin dans lequel
on nous rappelait la phrase de M. Macron, « Déléguer notre alimentation est une folie », écrivait-il. J'ai une question de Bruno Lenormand qui dit « Cette crise est révélatrice de la faiblesse de notre ancien système. Nous n'irons plus chercher nos produits en Afrique du Sud ni en Nouvelle-Zélande. Comment voyez-vous cette évolution dans un secteur agroalimentaire plus national, dans le respect de la biodiversité ?» Donc, une question peut-être pour Catherine ou Frédéric. Oui, je vais peut-être faire un début de réponse. Ce sujet de la souveraineté alimentaire est passionnant et fait débat. Fait débat en interne, on y a réfléchi. La souveraineté alimentaire, c'est quelque chose qui s'est installé dans le paysage, mais il faut définir ce que veut dire souveraineté alimentaire et il faut lui donner du sens. D'abord, il faut quand même préciser qu'on est quand même par rapport à beaucoup d'autres industries, beaucoup moins concernées par la relocalisation qui est voulue par Bercy. 80% des produits alimentaires qui sont consommés par les Français sont fabriqués en France. On est une terre agricole et une terre agroalimentaire. Maintenant, il faut être très prudent parce que la souveraineté alimentaire ne doit pas être synonyme d'autarcie ni de repli sur soi. Il ne faut pas oublier l'export. C'est aussi grâce à l'export que les entreprises alimentaires peuvent faire de la croissance et peuvent recréer de la valeur. Donc, il faut être très, très prudent sur ce sujet qui est passionnant, mais il faut éviter de faire des raccourcis. La mode du super local, il faut aussi être très prudent par rapport à ça. Et j'en profite pour répondre à une question qui a été posée par un des participants. Il n'y a pas eu d'augmentation sur le prix des produits alimentaires. Les données des panélistes sont tout à fait claires là-dessus. Il y a eu zéro inflation, sauf sur les fruits et légumes non transformés, puisqu'il y a eu un choix de privilégier les fruits et légumes français qui sont par définition plus chers que les fruits et légumes qui proviennent d'Espagne notamment. En revanche, il y a une perception par le consommateur, et d'ailleurs aussi une réalité de payer plus cher son alimentation, parce que quand vous nourrissez votre famille matin, midi et soir, et que vous allez plus dans les magasins de proximité, le coût du panier moyen a pu augmenter, mais pas le prix des produits alimentaires. Juste un petit point, Sophie, là-dessus, sur le local. La crise nous montre qu'il y a deux valeurs qui vont ressortir gagnant de cette crise. Et en tant que fondateur d'une agence digitale, c'est un peu paradoxal de vous le dire, mais j'y crois vraiment, c'est le retour à l'humain et le retour au local. Et l'humain et le local sont typiquement deux sujets sur lesquels les marques peuvent s'entendre, concurrentes d'hier, partenaires de demain, pour adresser aux consommateurs français des opérations multimarques sur ces sujets. Faire comprendre aux consommateurs qu'en achetant vos marques, ils fait du bien à l'économie locale, il valorise des agriculteurs qui sont bien traités ou toute valorisation de l'humain et de nature à donner le sens, la puissance et la rémanence qu'on recherche dans notre opération d'activation. Oui, merci Bertrand. Il se pose aussi la question des grandes marques et des, on va dire, pour ne pas les appeler les petites, les marques challenger ou les marques PME. Une question de Frédéric. Ne pensez-vous pas que les grandes marques et les produits 20-80 ont progressé, tandis que les produits complémentaires PME ont régressé? En effet, les assortiments, rien à voir avec la qualité des marques. Effet des assortiments, rien à voir avec la qualité des marques. Une question pour Catherine, qui a son micro éteint. Catherine, micro éteint. Ouais. Ah, il est à nouveau éteint. Catherine? C'est bon? Oui. C'est bon. Non. Il s'est rééteint. Là, c'est bon? Non, c'est bon. C'est pas bon. C'est bon, Catherine? Non. Non, mais alors, en attendant que le micro remarche… Là, c'est bon, là, c'est bon. Voilà. Vous m'entendez? Oui. Donc, les données Nielsen vont un peu à l'encontre de cette idée quand, en fait, les marques des entreprises qui font moins de 250 millions d'euros de chiffre d'affaires ont progressé, alors de mémoire, à plus 11%. Les MDD sont également en très forte progression et les marques nationales des grandes entreprises sont plus stables et sont de mémoire là aussi, il faudra que je vérifie les chiffres, à plus 1,5%. Donc, c'est quand même les marques des entreprises. Alors, certes, on n'est pas sur les TPE-PME,
mais les marques des entreprises de moins de 250 millions d'euros qui ont le plus progressé dans la période, de façon très nette. Merci Catherine. Une dernière question et puis il sera temps de conclure peut-être pour Frédéric. Question sur les coûts de la logistique. La supply et la logistique en particulier jouent un rôle clé, notamment dans la création ou la destruction de valeur. Quelle est ta vision, Frédéric, par rapport à la supply et cette fameuse logistique dans le cadre de la crise? Oui, c'est une bonne question parce que c'est vrai qu'on a en fait très longtemps accepté des modes de fonctionnement qui étaient assez compliqués avec un impact carbone qui n'était pas vraiment mesuré, alors que là, il n'y a aucun doute non plus que les années qui viennent vont être des années où on va mesurer de façon beaucoup plus précise l'impact du transport, de la logistique, de traverser la planète 50 fois. Et donc, à coup sûr, le local va reprendre des couleurs. Je voulais d'ailleurs peut-être compléter ce qui a été dit sur le local en donnant deux exemples que j'ai vécu chez les Berry qui ont été magnifiques. D'abord, les truites fumées, produites dans les Pyrénées par les pisciculteurs hollandais, qui est un succès magnifique en complément de la santé du marché du saumon fumé. Il y a un autre exemple aussi magnifique qui est celui des pousses avec un succès très clair de l'atelier Lipini sur le houmous, un pousse-chiche fabriqué du côté de Revel, en France. Il y a plein de filières comme ça en fait qui peuvent être des sources importantes. Alors, vous savez par exemple que la France aussi a dans l'abondance du pois jaune, notamment qui est riche en protéines. Donc il y a beaucoup de choses à faire qui sont sur le plan local, qui évitent en fait d'avoir une approche logistique trop compliquée et donc de réduire en fait l'impact carbone. Ça va être essentiel. Dernière chose peut-être sur ce volet logistique. Chez la Berry, on avait un plan de transformation logistique énorme, avec une équipe de qualité qui continue le chantier, pour simplifier de façon drastique le nombre d'entrepôts et trouver en fait des regroupements, des groupages qui soient sur d'économie. Donc le volet logistique est absolument à travailler dans un plan de sortie de crise. Merci Frédéric. Alors il y a d'autres questions, mais malheureusement, je pense qu'il est temps de conclure. Les interventions des participants ont permis de rappeler l'importance de la filière agroalimentaire et les défis structurels auxquels elle est confrontée, la nécessité de se réinventer. La crise va durer, comme le redisait, je ne sais plus qui ce matin, à nouveau dans ma lecture préférée, Les Échos du matin, il n'y aura pas un avant et un après. Les impacts sont considérables sur toute la filière, mais il existe, et ça c'est la bonne nouvelle, des leviers simples, efficaces, pour accompagner la transformation durable de la filière, de l'amont à l'aval, en intégrant nos amis partenaires de la distribution. Pour réussir ces transformations, les entreprises vont avoir besoin de ressources, d'experts pour les accompagner. Plus que jamais, le management de transition a un rôle à jouer. Nos managers sont des experts, bien sûr, experts techniques, mais surtout par leur qualité, leur savoir-être, ils seront au centre de ces plans de transformation. Nos managers ont l'habitude de gérer des crises, ils ont l'habitude de prendre du recul avec beaucoup de calme et de sang-froid. Ils sont agiles, avec toujours un esprit d'équipe et de bienveillance, et dans une logique de création de valeur à court terme. Voilà, il est temps de se dire au revoir. Un grand merci à Catherine Chapalin, sa collaboratrice Olivia Poitot. Merci Olivier d'Exemple et Bertrand Desforges. Merci spécial à Frédéric Bouisset, sans qui je n'aurais pas pu tout faire. Et un merci extra spécial à Anne-Lise, notre experte digital marketing de chez Delville, sans lequel le séminaire n'aurait pas eu lieu. Je vous souhaite une belle journée. Les documents vous seront envoyés, ainsi qu'un lien pour le replay. Voilà, il est 13h, il est temps de vous souhaiter un bon appétit et une belle fin de journée. Merci Sophie, à très bientôt.